Ben oui, ça fonctionne. Il y en a qui font one, two, check, check. Mais bon, je ne vais pas le faire. J'imagine qu'il est l'heure, si mon micro fonctionne. Je me présente, Véronique Fontaine. Je suis directrice générale des éditions Fonfon. Donc, normalement, je ne suis pas vraiment animatrice, mais ce sujet me passionne. Alors, j'ai accepté de participer à cette discussion qui est réinventer la valeur du livre et de la lecture, les nouveaux moyens de diffusion. Je l'ai eu. Je me suis pratiquée avant. Je trouvais que c'est un long titre. J'ai des grands invités aujourd'hui pour avoir cette belle discussion avec vous. Alors, ici, Anne Littératum. Ben voyons. Je recommence. Littérarum. C'est difficile. Créatrice de contenu sur Internet, plein de plateformes. On va en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Sandra Felto, bonjour. Allô, bonjour. Cofondatrice de Nara, la nouvelle plateforme de diffusion de livres audio. Ça aussi, on va vous en parler. Puis ça fait longtemps qu'on parle de livres audio, mais c'était toujours sans solution. Enfin, on en a une. Fait que ça va être positif aujourd'hui. Et Antoine Tanguay. Présent. Alors, présent et président, pas cofondateur, seulement fondateur, celui-là, des éditions Alto. Merci d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, puis c'est très, très large, les nouveaux moyens de diffusion. Puis ce qu'on comprend par les invités qu'on a ici, c'est qu'on est vraiment tourné vers le numérique, tout ce que le numérique nous permet. Puis là, il y a toujours deux grands axes dans le numérique, soit les formats, puis évidemment, les formats vont mener vers des types de plateformes et des types de diffusion. Mais il y a aussi carrément la diffusion, la promotion du livre papier par le numérique. Donc là, on a de tout ici, en fait, puis c'est ça qui est intéressant. On a un panel vraiment assez diversifié. Puis là, j'ai bien trop de questions, en tout cas, il va falloir que je me gère, là, c'est ça mon travail d'animatrice. Antoine Tanguay. Je voulais pas que tu sois dans l'une. Dis-moi, Alto a été fondé en 2005. On est en 2022. Le temps passe. C'est-tu le même travail être éditeur aujourd'hui avec toutes ces plateformes possibles, tous ces formats possibles, tout ce qui se fait partout dans le monde? Qu'est-ce qui a changé dans ton métier? Heureusement, non. C'est pas le même métier, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de voir venir. Je me sens un peu vieux aujourd'hui. J'ai démarré Alto à 29 ans et j'ai vu l'apparition de deux choses. Bon, l'essor du livre audio récemment et l'arrivée du livre numérique il y a quelques années, qui était précédé d'une vague d'effroi et de stupeur et de tremblement, pour emprunter à Amélie Nothomb. Ça y est, la piraterie va mettre le livre à mort. En fait, le livre papier est mort. Et c'était déjà à l'époque une question d'une banalité abyssale, donc je la tassais toujours un peu. J'avais des collègues qui disaient « Tu fais très mal de faire des livres numériques, tu vas te faire voler, tu vas te faire pirater. » Et finalement, le temps a donné raison. Et le livre numérique, parce que tu mentionnais de juste façon qu'on parle de plateforme, moi, j'essaie de voir au-delà, c'est-à-dire que, et non pas à l'extérieur de la boîte, qui est un cliché monumental, mais c'est de penser au rôle de l'éditeur, donc qui est celui qui va amener les œuvres, peu importe leur forme pour l'instant, donc vraiment ce que les auteurs et les autrices ont en tête, vers d'autres sphères. Donc, le médium, à ce moment-ci, importe peu. Mon métier, c'est de m'adapter à des médiums possibles. Minute de publicité ici. Il y a, et je remercie Sieur Olivier Goujon, directeur et président de la République du Salon du Livre de Montréal, qui a été assez gentil pour nous héberger avec notre petite tente. Donc, on dort toute là, d'ailleurs, toute l'équipe dort dans cette tente-là, que vous verrez peut-être, qui est la tente de Clairvoyante. Et Clairvoyante, c'est donc un oracle littéraire, et je serai très court. Pour moi, cette tente-là, cette expérience-là que vous allez pouvoir vivre, donc par les cartes ou de façon numérique, donc un site web, pour moi, c'est un livre. C'est pas différent. C'est une façon de propager les mots, les idées, les images par différents moyens. Et dans ce le terrain de jeu est grand, là. Dans le fond, il y a plein de façons de porter ces livres-là, ces histoires-là. Exactement. Et si on change cette vision-là, donc toujours sur la question de qu'est-ce qui a évolué si on veut en 17 ans, bien, la façon même et je reviens à l'intitulé de la table, ce qui nous réunit aujourd'hui, donc de la diffusion, le principe même de la mise en marché est à revoir, c'est-à-dire que certains objets ne sont pas faits ou certaines incarnations de la littérature ne sont pas faits pour être mises en marché en librairie.
Donc, on doit passer par des moyens plus ou moins directs, directement chez l'éditeur, parfois chez un entrepôt numérique. Donc, c'est le lecteur, la lectrice qui maintenant a le choix, ce qui est excellent parce qu'il y a le choix dans un contexte où la compétition, qu'elle soit à la télévision ou n'importe quelle forme de divertissement numérique, qui nous donne d'ailleurs l'impression, puis on en parlait, Sandra et moi hier, cette idée que la culture numérique est gratuite, on en reparlera peut-être, on cherche comme ça à tisser des liens et à dresser des ponts entre les artistes et le public. Donc finalement, c'est ça être éditeur. C'est ce qui a été, ça a évolué, ça a changé, ça a évolué. La mission reste la même, mais les façons de faire ont vraiment évolué. L'esprit est le même. C'est ça, exactement. Puis là, tu parlais de ce terrain de jeu, ces nouveaux formats, tout ce qui te mène à passer le contenu. On est des passeurs aussi, il faut que ça se rende. Toi, Sandra, tu as changé notre réalité. En tout cas, ça commence. Là. Plusieurs éditeurs, depuis des années, font de plus en plus de livres audio. C'est un marché qu'on voit vraiment évoluer et grandir à l'international. Ici, c'est long. Hein? Ça ne se passe pas tant. Puis là, on est plusieurs éditeurs à quand même en faire parce que c'est un format extraordinaire, parce qu'on aime. Mais là, on tournait en rond, on faisait des ventes. On a souvent parlé, là, tout le monde ensemble, là, un livre audio que tu as travaillé fort, puis tu en vends 50 copies. Il me semble que ça ne fonctionne pas. Fait que ça fait longtemps qu'on a des enjeux de prendre notre livre et de le rendre. Puis qu'on se dit que ça prendrait une plateforme pour nos livres québécois, puis les mettre de l'avant. Puis là, il y en a qui ont eu le courage, c'est-à-dire Sandra ici. La folie. Ou la folie. On a tous besoin d'un peu de ça. Là. Donc, peux-tu nous parler, s'il te plaît, de Nara, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette superbe plateforme qui vient tout juste d'être lancée, là? Bien, merci pour la présentation. Nara, en fait, ça fait 1 mois que c'est lancé. C'est un projet sur lequel on travaille, Joanne Tremblay et moi, depuis 2 ans. Donc, moi, je viens du milieu de l'édition. J'ai travaillé dans plusieurs postes dans le milieu de l'édition, mais dans les dernières années, j'ai vraiment découvert le livre audio. Et en fait, c'était ma préoccupation, le fait qu'elle n'existait pas encore, cette plateforme-là. Puis, on va faire le pont avec Clairvoyante ou en tout cas cet univers ésotérique-là, mais étant bélier, moi, s'il y a quelque chose qui n'existe pas, je le fais. Fait que c'est ce qui s'est passé. Évidemment, pas toute seule. Ça prend une grosse équipe puis des compétences en développement web que je n'ai pas. Bref, on a lancé cette plateforme-là. Donc, le principe, c'était d'avoir, un catalogue avec le plus de livres en français possible pour permettre aux gens du Québec et même du Canada francophone d'avoir un lieu où on rassemble le plus d'œuvres possible parce qu'en ce moment, l'offre, elle est segmentée et même les gens dans le milieu de l'édition, on ne sait pas si tel livre est disponible en audio, si oui, où on peut le trouver. Donc, le but, c'était vraiment de simplifier l'expérience qui mène vers l'écoute d'un livre audio à vraiment plusieurs niveaux. Donc, on vient tout juste de se lancer. On a aussi une application, donc c'était vraiment un must parce que moi, ce que je dis souvent, c'est comme si avec les options qu'on avait, évidemment, il y a les grandes plateformes étrangères qui ont une offre et tout ça, mais les gens qui voulaient encourager une plateforme locale, soutenir l'industrie d'ici et tous ces acteurs, finalement, de la production jusqu'au produit fini, désolée de l'expression, on ne pouvait pas vraiment le faire, ou en tout cas, mon image que je veux amener, c'est comme si on se rendait dans une librairie, puis on nous donnait des feuilles, puis il fallait les relier nous-mêmes. C'est un peu ça qu'on avait dans le livre audio, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec peut-être des fichiers MP3, puis là, on ne sait pas trop quoi faire avec sur notre appareil intelligent. Donc, c'était vraiment pour simplifier ça. L'application qu'on a en ce moment, évidemment, elle est en amélioration constante à tous les jours parce que, les bugs, on ne les avait pas en tête avant de les expérimenter, mais on peut acheter en ce moment un livre audio sur le site web, puis la bibliothèque est synchronisée dans l'application et on peut faire l'écoute de notre livre audio. Donc, juste ça, c'est quand même une très bonne amélioration par rapport à ce qu'il y avait déjà. Mais c'est énorme, il faut comprendre que les éditeurs qui produisent ces livres-là, le téléphone sonnait des fois chez l'éditeur. Puis quelqu'un disait au bout du fil, j'ai acheté un livre audio, je ne sais pas, il est où.
sais. Il est quelque part dans mon téléphone, je le trouve pas, tu sais. Ou je veux votre livre audio, mais je sais pas où aller le chercher. Mais là, on a tous une réponse claire qu'on peut donner sur une plateforme qui est faite ici au Québec. Tu sais, c'est quand même assez extraordinaire. Merci. Genre, c'est des remerciements publics que je fais là. Je pense que ça peut vraiment aider le livre audio à être découvert, puis ça simplifie nous notre discours pour mener vers ce livre-là, donc ce format-là en fait. Donc voilà, Nara, allez découvrir ça là, maintenant, tout de suite après la table ronde. Partez pas tout de suite. Anne, là on est dans l'autre sphère. Tu sais. Anne, OK, j'ai les chiffres là, attends un petit peu. 13 000 abonnés sur Instagram, 21 000 sur YouTube, 38 000 sur TikTok. Moi, j'ai même pas de compte TikTok, imagine. Et tu parles de livres. Puis les gens te suivent. Pourquoi le livre? Alors, en fait, moi, j'ai toujours été une passionnée là, de lecture. Fait que quand j'étais plus jeune, je retrouvais pas nécessairement des gens qui avaient les mêmes passions que moi. Puis, on le sait tous un petit peu, là, quand on est des passionnés de lecture, il y a des fois un jugement, là, particulièrement quand on est jeune, comme « Ah, la lecture, c'est plate, c'est un passe-temps qui est plate, c'est pas, entre guillemets, cool. » Puis, oui, bien évidemment, il y a toujours des gens dans notre entourage qui aiment un petit peu plus, mais ça veut pas dire qu'ils aiment la lecture, qu'ils vont aimer exactement les mêmes livres que nous. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un là, assez extraverti, j'ai toujours eu envie de partager mes passions et je trouvais pas justement là, comme ce canal-là pour partager ma passion. Donc tout simplement, là, j'ai décidé, étant donné que c'est ça que je faisais de toutes mes journées ou toutes mes nuits, là, même lire, on pourrait dire, que je voulais tout simplement créer ma propre communauté pour rassembler ces gens-là. Donc à la fois, oui, pour moi, trouver comme mes amis lecteurs, chose que j'ai d'ailleurs trouvée, mais aussi pour créer comme un peu ce safe place-là, ou même là, juste organiser une communauté pour que des gens comme moi se sentent pas seuls et qu'au final, ben, ça encourage la lecture, parce que c'est sûr que quand on est plusieurs, quand on s'implique dans une communauté, ben, on a plus de chances de rester dedans. Donc pour moi, c'est vraiment important, là, j'ai envie que plus de gens lisent. J'ai envie aussi que les gens qui lisent continuent de lire. Donc, c'est pour ça que j'ai créé là, comme mes plateformes sur Internet. Ça, c'est tellement nécessaire, tu sais, parce que c'est vrai que moi, ma fille, secondaire 1, s'est fait dire par quelqu'un « Hey, c'est vraiment pas cool, là, lire, là, fais pas ça. » Puis je suis comme « Oh, ça fait mal. Ça fait très, très mal. » Puis ma fille était comme « Non. » Moi, je lis, puis elle était fière parce qu'évidemment, sa mère était éditrice, mais ça prend des gens comme toi, tu sais, pour que ces plus jeunes générations-là soient interpellées par ça, puis que ce soit cool, justement, tu sais, que tu aies le droit d'aimer des livres, puis que tu puisses t'y intéresser sans avoir l'air d'espèce de nerd dans le coin de la classe. Tu sais, merci à toi aussi. Et dis-moi, tu sais, OK, j'ai même pas de compte TikTok, là, je comprends rien. Je suis dépassée, même si je suis pas si vieille que ça. Tu as 38 000 personnes qui te suivent sur TikTok. C'est quand même assez incroyable. Moi, je vois autour de moi des autrices, des auteurs qui commencent à se créer des comptes pour comme, faire la promotion de leurs livres. Je vois pas d'éditeurs. Il y en a peut-être un peu, là, mais genre quelques-uns. Mais tu sais, c'est pas une pratique qui est répandue encore. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les éditeurs ont une place sur TikTok ou c'est plus les auteurs ou les créateurs qui devraient y être? Ben, moi, je pense que premièrement, là, tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux, que ça soit comme dans n'importe quelle niche, n'importe quelle communauté. Et ben, comme on voit là, sur, ben, il y a eu Facebook tout d'abord, Instagram. Je pense que la majorité d'entre nous sommes présents sur Instagram aujourd'hui. Mais je pense que TikTok, ça va juste venir. Donc, c'est sûr que c'est un contenu qui est vraiment différent, un contenu qui peut être effrayant. La nouveauté est toujours un petit peu difficile d'approche, on pourrait dire. Puis c'est sûr que TikTok, là, c'est pas une plateforme... en fait, c'est vraiment nouveau parce qu'avant, tu es plus habitué, le contenu un petit peu plus statique. Évidemment, il y a toujours eu des vidéos sur Instagram et Facebook, mais on s'entend, c'était pas une plateforme de vidéos, alors que TikTok, c'est ça, c'est une plateforme de vidéos. Puis c'est pas non plus une plateforme de vidéos comme YouTube où vraiment on peut prendre plus notre temps. Ben aussi, YouTube, c'est une vidéo qui est horizontale, qu'on choisit la vidéo même selon nos intérêts. Puis ensuite, on se fait faire des recommandations. TikTok, c'est vraiment, premièrement, des vidéos verticales et elles sont proposées pour nous. Donc, évidemment, on peut s'abonner à des comptes. C'est pour ça que j'ai des abonnés d'ailleurs. Mais c'est vraiment un algorithme qui est basé sur la recommandation. Donc, je swipe mon écran et là, une autre vidéo que je n'ai pas nécessairement choisie, il va juste m'être proposé à moi. Donc, ça, c'est sûr, ça peut être effrayant. Mais en même temps, je pense que
un très gros avantage de TikTok et aussi pourquoi je pense que tout le monde a sa place, c'est parce que ça offre vraiment comme un behind the scenes, on pourrait dire, sur la communauté. Donc, moi, le contenu que je fais, vu que c'est vraiment des courtes vidéos, c'est un petit peu plus comme le insider, c'est le côté humoristique, c'est qu'est-ce que je fais, les secrets un petit peu de ma création de contenu, alors que là, Instagram, c'est plus le comme... Je vais prendre une petite photo cute puis une petite story. Donc, c'est pour ça, je pense que même les éditeurs peuvent partager aussi un petit peu les derrière de comment le livre arrive en librairie. Ça va faire que les gens vont comme plus être attachés aussi. Même les auteurs, là, justement, on compare à eux. Est-ce que les auteurs aussi, les auteurs ont sa place? Ben forcément, parce que, tu sais, si ça fait 1 an que je vois l'auteur travailler sur son livre, ben à la fin, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc, c'est la même chose, je pense, pour les éditeurs. Et l'autre chose aussi, qu'est-ce qui est l'algorithme de proposition de vidéos de TikTok avantagerait vraiment les éditeurs. Je pense que, étant donné que ça va... reach, excusez-moi l'anglicisme, beaucoup de personnes, ça peut toucher des gens qui sont en dehors de la communauté habituellement, alors que YouTube, Instagram, c'est un petit peu plus niché. Il faut que tu sois déjà dans les intérêts si tu veux te faire recommander le contenu alors que tu n'es pas abonné. Donc, il y a plein de gens qui peuvent vraiment être touchés par le monde du livre alors qu'ils ne sont pas par habitude. Donc, tout simplement, là, c'est des nouveaux membres de la communauté, des nouveaux consommateurs aussi du livre qui peuvent être générés là, avec ces plateformes-là. J'ai une petite question. Oui. Parce que je suis pas encore sur TikTok moi non plus, mais j'aimerais vraiment ça parce que je Tout pense le monde qu'on en parle comme si c'était uncool de ne pas être sur TikTok. Tu sais, je m'excuse, je ne suis pas sur TikTok. Oui, mais non, mais je Vous avez pas avec m'excuse profondément. Non, mais moi, j'ai l'impression que pour être sur TikTok, il faut quand même vraiment suivre les tendances, puis, tu sais, consommer TikTok pour savoir comment l'aborder, comment approcher le contenu qu'on veut présenter. Fait que, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Faut quand même prendre du temps pour observer, puis savoir c'est quoi les tunes populaires en ce moment sur TikTok pour rentrer finalement dans cette vague-là. Là. Je pense que c'est une excellente question. Là. Merci. Je pense que, évidemment, comme toutes les autres plateformes, il faut un petit peu connaître comment ça marche, c'est quoi les formats, c'est quoi les codes de l'application pour s'assurer que ça va accrocher les gens, parce qu'ils sont déjà habitués aux autres vidéos. Donc, évidemment, il faut suivre un petit peu les tendances, mais je pense que ça a l'air plus effrayant que ça l'est. Premièrement, vu que les vidéos sont assez courtes sur TikTok, on en consomme énormément en quelques minutes seulement. L'application est assez addictive aussi. Ne regardez pas trop mon temps d'écran sur mon téléphone, mais assez rapidement, là, on comprend très bien comment ça fonctionne. Donc, je pense pas qu'on a besoin de passer une quantité de temps là, comme effrayante sur TikTok pour comprendre comment ça marche. Mais évidemment, je pense que ça reste tout de même là, nécessaire pour faire des vidéos, mais c'est à la portée de tous, selon moi. OK, on prend des notes. Antoine, tu voulais-tu réagir? Sinon, Oui. En fait, Anne a tout à fait raison sur plusieurs points. En regardant TikTok depuis déjà quelques temps, de notre côté, nous, on fait des romans, on est des gens éminemment sérieux. Et uncool aussi. Et la première fois que la question de TikTok a été levée au bureau, donc cette question-là de shall we, do we or not? Et la première réaction, c'était un peu une blague. C'est oui, mais je danse très mal, finalement. Donc, pourquoi est-ce que je serais sur TikTok? Et lorsqu'on regarde, et tu as tout à fait raison de le préciser, il faut comprendre la grammaire, et deux, en ville marchand du temple que nous sommes, faut cacher notre envie de vendre. C'est-à-dire, ça paraît, le jupon dépasse très rapidement lorsque, un peu comme Steve Buscemi, ce fameux meme où tu le vois, hey, you, young people, puis tu sais, cette idée, moi aussi, je suis jeune, puis tu mets ta casquette à l'envers, ça suffit pas pour faire croire à la sincérité qui est à la base du projet de gens qui partent des comptes TikTok et qui partagent une passion sans trop se poser de questions. Il est certain que la grammaire, elle est plus intégrée parce que c'est des gens qui ont évolué avec l'arrivée de Facebook, qui est totalement out maintenant, Instagram qui est plus ce qu'il était, et TikTok qui est correct, mais peut-être pour encore 1 an ou 2. Donc, en tant que tel, Twitter, on n'en parle même pas, je veux dire, c'est mort. Donc, Twitter a perdu ses ailes. Donc, à partir d'un moment, même Twitter, c'était difficile d'être sur Twitter pour un éditeur, parce que pourquoi je vous relayerais une information lorsque ma volonté intrinsèque, elle est de vous vendre un livre? Ça, je pense que tout le monde a compris que lorsqu'on communique une information, c'est pour faire que quelqu'un l'achète quelque part.
C'est pour ça qu'il faut changer complètement cette idée de s'intégrer même dans la communauté. Et ce qu'on a fait chez nous, par exemple, c'est Aparté, qui est un balado. Aparté, on a pris le même nom, comme ça on se rappelle de tout, c'est le même nom, c'est Aparté. Le magazine qui présente pas juste des livres, mais qui présente des artistes, par exemple, avec qui on travaille. Ça, je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup connaître les artistes, dont la plupart sont canadiens ou québécois, qui font nos couvertures. Donc, je vais leur donner 2 pages dans un magazine qui est tiré grosso modo à 4 ou 5 000 exemplaires et qui est distribué gratuitement. Alors, ces 2 pages-là sont de la non-vente, c'est de la non-publicité. C'est juste partager une passion. Or, c'est de la publicité. C'est-à-dire cette idée de montrer derrière les coulisses de l'édition en étant naturel et non pas en faisant « Viens, le jeune, je vais te montrer comment on imprime un livre ». Il y a un naturel à trouver. Il y a aussi peut-être une question de public. Le public qu'on appelle jeune adulte, ou ça ne marche pas en français, finalement, c'est du YA, est beaucoup plus sensible et beaucoup plus dynamique et très actif dans ces sphères-là que le roman historique, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que ça condamne le roman historique d'être présent sur TikTok. Pas du tout, même à la limite. Il faudrait peut-être aller à la source, aller à l'endroit où telle ou telle chose se passe. Donc ça pourrait peut-être être intéressant dans la mesure où c'est un partage de savoir et le mot partage est ce que tu dois souligner à grands traits. C'est pas de la vente. Non, c'est ça. C'est du partage, parce que c'est ce qu'on fait d'ailleurs au Salon du Livre. C'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que les gens... Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je veux dire, on avait peut-être pas quelque chose d'autre à faire cet après-midi. Il y a des gens qui prennent le temps de venir sur une période de 5 jours, rencontrer dans un espace X assez grand et voir tous ces gens-là. C'est du partage, tout comme la relation avec des librairies. Donc, tout ne peut pas se mesurer à l'aune des ventes ou de la performance des activités. C'est d'ailleurs une des premières choses, puis je termine là-dessus, qu'on enlève lorsqu'on fait des expériences innovantes. Que ce soit Nara, tu mentionnais si on veut la mévente au départ du livre audio, c'est pas grave. La question est de le créer. On le jugera après créer, et donc valoriser, puis on s'en est parlé, Sandra et moi, valoriser la création, la production, les gens qui le font, les gens qui sont derrière les consoles, les gens qui ont fait la musique, les gens qui ont pris du temps pour écrire, pour lire et relire des textes parfois compliqués à se mettre en bouche. Donc, cette idée-là de partager tout dans une sorte de continuum, que c'est toute une industrie qui travaille à partager ça et de montrer qu'ils ont du plaisir à le faire. Là, c'est là où le naturel embarque, où là, tu as naturellement envie de dire « Ah, parle-moi donc de ton livre, finalement. » Sachant que, puis je termine vraiment là-dessus, quand je dis que je suis éditeur, on me dit « Moi, je suis éditeur. » Les gens disent « Oh, je m'excuse, je n'ai pas le temps de lire. » Les gens s'excusent. Moi, s'excusent beaucoup parce que la façon qu'on approche les gens quand ils se dirigent vers notre kiosque, parce que bon, s'il y a de la couleur puis ça attire, connaissez-vous le livre audio? Puis beaucoup de personnes ne connaissent pas encore le livre audio et s'excusent de moi, je sais pas si c'est pour moi le livre audio, puis c'est bien correct. On est là pour soit vous le faire découvrir si vous voulez vraiment savoir si oui ou non ça vous intéresse, mais c'est correct si c'est pas pour tout le monde. Connais-tu la techno des Balkans? Non. Ben, parfait, laisse-moi te la faire découvrir. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, et le format, puis Nara fait très bien ça, le format, il faut le dire, quand on prend le temps de regarder la qualité de production, c'est peut-être une des prochaines questions que tu as, Véronique, c'est cette idée de les gens, pourquoi est-ce qu'ils paieraient 23,95 $ pour un livre audio? C'est une grande question, mais il faut se la poser. C'est un des plus grands obstacles à la découvrabilité du livre audio. C'est cette idée que, et la pandémie n'a pas aidé non plus, que la culture, elle est gratuite. Donc, elle est numérique. Il n'y a pas de support, donc il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Mais ça, c'est la stratégie de prix est un enjeu majeur en numérique en général parce qu'on a tellement l'habitude de consommer du contenu gratuit. Je pense que je mets mon chapeau d'éditeur. J'ai-tu le droit? Je suis animatrice. Je pense que tu as le droit, oui. Mais je vais vous partager une expérience sur la stratégie de prix qu'on avait fait chez Fonfon. On a fait beaucoup de livres audio, puis on les vendait évidemment à la pièce. Là, sur leslibraires.ca, Nara n'existait pas à ce moment-là. Puis bien évidemment, ça ne vendait pas pantoute. Fait que là, maintenant, on s'est dit, on va y aller pour le très peu cher. On avait un titre de fond là, qui a comme 10 ans, puis on se disait, normalement, c'est un livre souple qui n'est pas très cher à la base. Fait qu'on s'est dit 4,99 $. On va voir si enfin il sera lu. Et non. Moi, je me disais, là, les gens vont se pitcher, ils vont l'acheter, puis ils vont en acheter d'autres. Non. Puis, j'ai réalisé quand j'ai analysé mes chiffres qu'à la fin, ça n'a pas rapport le prix que je mettais. Même quand j'en mettais. Fait que finalement, on pense que ça a un impact. Mais non, c'est pas une vraie... c'est une barrière à l'entrée pour peut-être plein de monde, mais dès que les gens commencent à acheter, je pense que 5 $ de plus ou de moins, si c'est le livre qu'ils ont envie d'écouter, ils vont l'acheter. Moi, j'ai une question pour toi. Ah oui?
Tu penses que c'est quoi à ce moment-là le nœud de tout ça, là où ça a bloqué finalement? Est-ce que c'est parce que les gens peut-être n'étaient pas au courant que le livre existait? Là, finalement, je réponds pour toi, je m'excuse. Non, ben, moi, je pense que les gens le voyaient passer, mais tu sais, tout ça se passe dans l'univers numérique. Hein. Ben, tu es sur ton téléphone, mais tu es sûrement aussi en train de faire quelque chose d'autre. Ah, cool, Fonfon a sorti ce livre-là, je vais aller l'acheter. C'est fini, tu ne l'achèteras pas. Ton cerveau est ailleurs, tu es en train de faire autre chose. Tu sais. On l'a vu souvent, là, nous, on avait des applications qu'on vendait dans nos stands, dans le salon du livre, mais on ne pouvait pas les vendre parce que ça ne s'achète pas sur place. Je donnais des petits cartons, des affaires pour que quand les gens arrivent à la maison, ils puissent l'acheter. Les enfants pleuraient de joie tellement ils aimaient ça. Je veux dire, ça en était ridicule tellement ça fonctionnait. Puis pendant un salon du livre, peut-être 200 personnes me disaient « Ah, mais c'est génial, on va l'acheter. » Et à la fin, 3, 4 ventes. Donc, c'est qu'on manque de temps. C'est ça la vérité. Puis que je pense que quand on consomme du numérique en général, on est en train de faire autre chose, puis on n'y retournera pas. Moi, je pense que c'est ça. Puis le message, bien, il est dur à passer. Tu sais. Puis c'était ma prochaine question pour toi, en fait. Tu sais, pour avoir lancé plusieurs projets numériques qui ont échoué, mais pour lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Comment vous faites, là, parce que là, ça fait 1 mois, c'est le début, il faut vraiment se laisser une chance. Puis, tu sais, moi, je veux que ça marche, fait allez-y, je vous le répète. Mais comment vous faites? On parlait de TikTok, est-ce que, là, tu sais, vous n'êtes pas là-dessus, est-ce que vous réfléchissez à y aller? Comment on fait pour dire aux gens que cette plateforme-là existe? Est-ce que vous le savez, vous? Bien, on a essayé des choses, puis on va avoir les résultats. On a déjà des résultats, mais c'est sûr qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Nous, en fait, c'est quand même un projet d'envergure pour lequel on a eu du financement du Fonds du livre du Canada et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ce financement-là, en partie, nous a permis d'investir, évidemment, en promotion. On a quand même 1/5 de notre budget total qui est allé dans la publicité, le marketing et tout ça. On a des affiches dans le métro, on a une publicité en animation à la télé. Donc, ce sont des grosses initiatives promotionnelles. Après, on a des gens, moi je peux voir le trafic sur la plateforme, donc je vois que ça fonctionne. Il y a des gens qui se sont déjà abonnés, qui ont déjà choisi des livres audio, puis c'est merveilleux. Après ça, c'est sûr que cette présence-là publicitaire, on ne pourra pas l'avoir en tout temps. Donc, c'est un coup d'envoi. Bien sûr, on est présent sur les médias sociaux aussi. On travaille vraiment fort là-dessus. Donc, c'est vraiment un travail à tous les jours de planification, de créer du contenu et tout ça. Puis d'être au Salon du livre aussi, on s'est dit, c'est un super timing parce que, bon, ça fait 1 mois que c'est lancé. Et là, on veut rejoindre les gens parce que les gens qui viennent au Salon du livre sont évidemment intéressés par le livre et commencent peut-être à connaître le livre audio, mais on le voit que on est là aussi pour expliquer c'est quoi le livre audio en général aux gens, mais il y a de la curiosité. Puis les gens peuvent écouter un extrait. Puis je pense que quand on réussit à mettre le bon livre dans les mains de la personne, ça peut créer une étincelle qui est vraiment durable. On l'a vu, j'ai vu des gens qui étaient pas très intéressés écouter, par exemple, un livre que j'ai produit avec Studio Bulldog il y a 1 an, un livre de Michel Tremblay avec de la musique, des effets sonores qui est absolument incroyable. Puis j'ai carrément converti quelqu'un, mais c'est beaucoup de... C'est d'être là en personne, de prendre le temps avec les gens, ça peut faire une différence, mais ça demande beaucoup d'efforts. J'ai hâte de voir, après Noël, au printemps, les effets de tous ces efforts-là. Mais on le voit déjà. Mais c'est ça. C'est un défi parce que c'est demander à des personnes de changer leur habitude, hein, finalement, parce que l'habitude de lecture de livres audio n'existe pas encore, ou en tout cas pour certains lecteurs, oui. Mais non seulement tu dois expliquer c'est quoi, mais après ça, la personne doit avoir la curiosité d'aller le découvrir, puis après ça, il faut qu'elle dise « Oh, hey, quand je fais le ménage, je peux écouter ça en même temps. » C'est ça. Oui.
Il y a quelque chose à créer, là. Oui, puis il y a l'aspect technologique aussi, parce que, bon, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les applications, télécharger tout ça. Fait que c'est quasiment aussi des formations de comment ça marche le Apple Store, là. Fait que c'est vraiment à plusieurs niveaux. Mais, puis je fais le pont avec ce qu'Antoine disait tantôt. Expliquer aussi ce qu'il y a en arrière d'un livre audio, la raison pour laquelle, finalement, le prix est celui-là. Nous, on a un abonnement, donc pour être compétitif dans le marché aussi, puis de trouver le juste milieu entre rémunérer de façon juste les créateurs, les éditeurs qui sont derrière ces productions-là, mais aussi que ça fasse du sens pour les gens qui veulent en écouter, qui sont des passionnés, qui veulent en écouter à tous les mois, plusieurs. Donc, il y a des abonnements qui existent sur le marché, donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, on a aussi un abonnement avec un système de crédit comme on voit sur d'autres plateformes pour que ça fasse du sens finalement de vendre du livre audio quand il y a d'autres contenus similaires gratuits qui sont disponibles. Donc, c'est beaucoup d'enjeux en même temps, mais on y croit, sinon on n'aurait pas avancé dans ce projet-là, puis on est là pour rester malgré les embûches qui nous attendent. J'y crois. Je vais avoir une question pour... On va en profiter. Anne est là ici. Oui. Pour justement, c'est parce que le livre audio comme produit, on a tendance à lui donner un public générationnel. C'est-à-dire qu'on a cette impression que c'est un peu pré-boomer qui fait soit A, la vaisselle, ou B, le ménage. On l'entend toujours, celle-là, cette idée que tu peux lire comme si, finalement, passé 40 ans, tout ce que tu fais, c'est A, la vaisselle, ou B, le ménage. C'est quand même un peu vrai, non? Ouais, je sais, en tout cas, moi, ma vie se résume beaucoup à ça. Donc, toi, Anne, qui ne fais pas aussi, A, du la ménage, vaisselle, ni le ménage, parce que tu lis tout le temps de toute façon, est-ce que ce format-là précis, puis on ne parlera pas d'autres choses un peu plus funky, mais vraiment le format audio, éminemment portable, bien produit, professionnel, est-ce que parmi ta communauté, c'est quelque chose qui peut s'implanter ou est-ce que c'est quelque chose que les gens qui font le ménage ou la vaisselle ne consommeront que parce que soit ils n'ont pas le temps ou que c'est peut-être moins fatigant pour les yeux. Donc, est-ce que ça peut devenir... Est-ce que c'est un public possible dans ta communauté? Moi, définitivement, là, je pense que ma génération là, est quand même assez... génération Z, on serait intéressé là, par les livres audio. En fait, on est déjà intéressé. Moi-même, là, je dirais que déjà en 2018, je commençais à entendre parler pas mal que les gens commençaient à lire des livres audio. Tout simplement, en fait, évidemment, je crée du contenu, mais j'en consomme aussi dans ma propre communauté. Là, je suis beaucoup de monde qui sont influenceurs littéraires aussi. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui écoutent en audio. Puis, bon, là, je vais peut-être prononcer le nom qu'ils ne sauraient prononcer, mais la plupart des gens sont bien évidemment abonnés à Amazon pour ça. Puis, pour moi, juste de mon côté, ça n'a jamais vraiment été dans mes valeurs. Je pense qu'on partage toute cette valeur-là en ce moment. Donc, j'ai juste jamais vraiment comme plongé comme mes orteils dans ce monde-là, sauf quelques fois, et forcément, c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment apprécié. Puis je pense que c'est pas juste pour les gens qui font le ménage et la vaisselle, parce que même les gens là, comme un peu plus vieux que moi, là, je dirais sans offenser tout le monde. Très poli, Anne. Bravo. Merci. Mais... Donc, tu as un lave-vaisselle? J'ai un lave-vaisselle. Mais je pense que même ces gens-là, là, c'est pas juste comme pour faire du multitasking, là, on pourrait dire, le livre audio. Évidemment, oui. Je pense qu'il y a aussi plein de moments, tu sais, comme nécessairement les transports, par exemple. Je pense que c'est vraiment un moment où les gens, par exemple, de ma génération vont faire ça. On écoute beaucoup de musique, beaucoup de podcasts aussi. Puis je pense que le livre audio s'apparente énormément au podcast que... oui, on parle de TikTok, Instagram, blablabla, dans les dernières années, mais le podcast aussi, là, vraiment définitivement pris de l'expansion là, récemment. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apparente beaucoup. Puis, les gens sont quand même intéressés là, à découvrir du contenu plus en profondeur, on pourrait dire, parce que oui, il y a la tendance à TikTok, le contenu vraiment super rapide, mais en même temps, on voit aussi le développement là, comme du contenu plus en live, le contenu comme longue durée, on pourrait dire en temps réel. Puis je pense aussi que le livre, c'est là-dedans. Fait que je pense que les gens cherchent justement à ça, à lire des livres audio et définitivement, même ma génération serait intéressée. Puis je pense que tout simplement, comme moi, j'avais pas envie d'encourager Amazon, j'avais juste pas nécessairement continué à faire mes recherches parce que je ne trouvais pas là, comme la plateforme qui me convenait. Puis même aussi, je pourrais ajouter
pour terminer, ben, moi-même, je suis étudiante en littérature à l'université là, actuellement. Puis la moitié des gens font leur lecture en livre audio. Bon, là, évidemment, c'est plus facile lorsque ce sont des livres, là, par exemple, là, des classiques. Là, c'est plus facile à retrouver. Par exemple, il y en a beaucoup sur audio aussi. Là, c'est gratuit. Oui. Fait que ça, c'est facile. Évidemment, c'est pas possible pour tous les livres, mais ça se fait déjà. Fait que là, je pense que c'est un autre exemple là, qui peut... En fait, l'idée, justement, juste pour terminer là-dessus, c'est si jamais tu as l'occasion d'entendre un livre audio produit par les maisons d'édition, désolé de faire un peu de publicité, je pense que Sandra le sait, l'effort qui a été mis dans la qualité de la production et de la lecture, ça se note. Pour faire une analogie très rapide, c'est un peu comme si les livres de celui que nous ne nommerons pas, mais dont la lettre commence par A, c'est des productions, et j'en ai quelques-unes là-dessus, un peu malgré moi. C'est comme si tu faisais un livre en Comic Sans ou puis à double interligne, puis tout ça, au lieu d'avoir un beau Garamond 3, puis des belles marges, puis des beaux sauts de ligne, tu sais, il y a un soin de l'objet, qu'il soit audio ou pas. Tantôt, tu as dit quelque chose qui est très, très vrai. Tu as dit lire un livre audio. Moi aussi, j'ai noté. Disons que c'est La par là. musique à mes oreilles. Ouais, hein. Non, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Mais c'est ça. C'est les habitudes qui sont à créer, et puis les gens vont découvrir cette forme de lecture-là, finalement. Puis, vas-y donc. Juste pour l'anecdote, il y a à peu près 12 ans, j'avais un ex-copain qui écoutait, qui lisait des livres audio. Puis moi, j'en avais jamais écouté à cette époque-là. Puis ma première pensée, ça a été « Ah, tu sais, c'est un peu lâche, un livre audio. » Puis bon, ben vous savez que la suite des choses, j'ai vraiment remis cette idée-là en question parce que c'est la même œuvre. Mais C'est comme si on a juste, tendance à qu'on valoriser communique quand nos différemment. yeux lisent, ça a Ouais. une valeur. Ouais. Puis si c'est nos oreilles, ben là, ça demande moins d'efforts. Tu sais. Mhm. C'est pas vrai? Non. C'est fou. Non. Mais de toute façon, là, je pense aussi, je sais pas si c'est une expérience que vous partagez, mais moi-même, là, comme avec mon copain, on a comme une passion partagée de la lecture. Des fois, on se fait juste se lire comme un chapitre à haute voix d'un livre qu'on a vraiment aimé. Pour moi, c'est la même chose. Je le lis, mais c'est juste que quelqu'un le lit avec moi. Là, donc, je pense que c'est définitivement pas lâche là, de lire un livre audio. Absolument. Ça m'amène à la question, parce que là, on parle beaucoup de livres audio, mais moi, je suis curieuse à savoir, tu sais, toi, tes abonnés, tu parles de livres papier, souvent. Est-ce que tes abonnés qui sont quand même... Tu sais, on est sur le web, là, c'est là qu'on est, donc c'est visiblement des gens qui fonctionnent sur Internet. Est-ce qu'ils lisent numérique ou ils lisent papier? Ben définitivement les deux, là, j'ai envie de dire. Puis je pense aussi qu'il y a une chose qu'on peut remarquer dans les dernières années, c'est que les gens voient pas nécessairement la même utilité aux livres audio et aux livres numériques. C'est vraiment quelque chose qui va de pair. Puis oui, le livre numérique est nouveau, mais il est pas là pour remplacer, il est vraiment là pour pallier ou tu sais, avoir une autre fonction, on pourrait dire. Je pense que le livre numérique, beaucoup de gens ont par exemple des liseuses ou même beaucoup de gens lisent sur leur téléphone, là, un petit peu moins compliqué. C'est souvent pour les transports, quand tu es en voyage, ou même là, s'il y a un livre que, par exemple, des fois, il y a des gens aussi qui l'achètent parce qu'ils sont moins chers en numérique. Certains livres ils vont le lire en numérique comme ça, mais les gens, particulièrement comme dans la communauté du livre, vont toujours vouloir avoir un peu un tribut physique de leur passion. C'est pas une règle absolue, là, mais dans tous les cas, là, vraiment dans la communauté du livre, pardon, on remarque que les gens vont toujours conserver des livres. Puis une chose aussi, c'est un petit peu à double tranchant ou un petit peu comme paradoxal qu'on pourrait dire avec les plateformes numériques, parce qu'on se dit, tu sais, les gens sont sur Internet maintenant, tout est dans le nuage, il n'y a plus rien de physique. Mais en vrai, si on veut montrer quelque chose, si on veut que ça soit transmettable, on pourrait dire, à travers une caméra, ben j'ai pas le choix, il faut que je l'aille dans mes mains. Prends un objet. Ben oui. C'est un petit peu paradoxal, mais on est tous un petit peu des victimes là, de la publicité, puis de voir des choses de façon récurrente. Fait que quand je vois un livre dans les mains d'une centaine de personnes en un seul mois, j'ai plus de chance d'aller me le procurer aussi. Puis les gens aiment avoir leur petit coin lecture. Là. Je pense qu'on aime toute notre bibliothèque, là, puis je pense pas que c'est quelque chose qui part parce que on aime avoir aussi notre téléphone dans nos mains. Là. C'est intéressant de la force du numérique pour le papier, tu sais, pour la promotion. Tu as dit le mot publicité, Antoine. Publicité papier ou numérique? Tu sais, est-ce que tu... C'est une excellente question. En fait, il y a quelques années, étant un peu incertain des résultats des publicités dites traditionnelles, donc dans des médias littéraires qui sont, il faut dire un peu comme une peau de chagrin, c'est-à-dire qu'il y a une réduction quand même de l'espace qui est accordé aux livres, c'est normal. J'ai essayé des bandes annonces au cinéma.
Ouais, au lieu d'avoir deviné qui est cet acteur qui est flou, tu sais, il a joué dans tel film, puis tout ça, puis t'es là, oh, c'est trop flou, puis souvent c'est super facile. Ou Salut gang, voici le nouvel Apple iPod. Puis c'est comme des fausses recommandations de techno, de placement de produits, tout ça. Bon, là, dans ce cas-ci, je me suis pas payé Cinéplex ou Guzzo, on s'entend. J'ai essayé au Clap à Québec. Et c'était intéressant parce que, vu le public qu'il y avait là, j'étais capable de cibler donc les gens qui font la vaisselle. Donc, toujours, ça revient tout le temps, mais qui font pas le ménage. Ça les m'intéresse plus. Pourquoi ne fais-tu pas le ménage? Tu sais, c'est une chose. Non, sans blague, il y a une façon, je pense on a essayé plusieurs choses. Tu l'as dit, tu as eu plusieurs échecs. Je pense que c'est Samuel Beckett qui disait Fail again, fail better. C'est très intéressant et je pense que ça domine un peu le futur du livre, c'est-à-dire cette idée de la leçon de l'échec. J'aime pas l'échec. C'est pas le bon mot. Il faudrait que je revienne. Je penserai à ça pour une autre table ronde pardon, sur le futur du livre. Tout ça pour dire que d'attaquer plusieurs autres sphères, donc ce qu'on appelle des trailers, on a fait, nous, des bandes annonces pour chacun de nos livres audio. On doit péter le 40 vues. Vraiment, je pense que ça s'en vient bien. Bravo! 40, Non, je dis ça rien. sans cynisme aucun. Puis je suis très content qu'on l'ait fait parce qu'on a pu mettre en valeur la musique, souvent originale d'ailleurs. Marie-Pierre Arthur pour La Desiderata, par exemple. Pascal Monpetit. C'est un vrai travail d'équipe. Jérôme Minière, récemment. Tu as travaillé avec toi aussi beaucoup d'autres artistes. Oui. Et ça valorise, je pense, la collaboration. On est encore sur le mot partage. Donc, on a fait des bandes annonces pour des livres audio, ce qui est un peu drôle. Et alors que je suis un éditeur majoritairement traditionnel. Donc, Puis est-ce que tu penses que ces bandes annonces-là, qui valorisent ton audio, vont finir en achat de livres papier à la librairie? C'est ça, hein? on est là pour offrir la plus vieille blague du monde que je fais depuis presque 17 ans maintenant, c'est que, et je vais la faire encore, car le public se renouvelle, c'est que si je pouvais faire des livres en code morse ou en signaux de fumée, et s'il y avait un public, ben, je le ferais. Mon métier, c'est de le faire. Et présentement, je travaille sur un gigantesque projet sur lequel je travaille depuis 6 ans, où il y a toutes les formes d'art qui sont convoquées. C'est web-based, c'est-à-dire on est vraiment sur Internet, avec une communauté qui doit décrypter le livre pour refaire cette trame-là narrative. Donc, c'est un livre participatif, immersif, qui grandit et de façon aléatoire selon l'agissement des gens. Ça devient une grosse bébite. Comme je dis, ça fait 6 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que notre interlocuteur maintenant, c'est avec un studio de jeu à Montréal qui est à Fort-Dance. Et c'est le Fonds des médias du Canada. Et très peu de gens dans l'édition ont fait appel au programme de prototypage, par exemple, ou de mise en marché du Fonds des médias du Canada. Or, mon apport ici ce soir, mon Dieu, je me suis vié. Non, mais c'est parce qu'il fait noir. Vous savez, avec le temps, finalement, on dit « il est déjà 3 heures, je vais aller me faire le ménage. » Mais non, c'est de dire que l'éditeur, en collaboration avec l'auteur, ça revient à ce que je disais tantôt, doit à un moment donné être un producteur de contenu et doit s'associer avec les créateurs à essayer de trouver d'autres moyens de faire connaître les histoires. Il y aura toujours des gens qui vont présenter ça de façon qu'elle soit rapide, spontanée, danser, jogger, peu importe, j'ai aucun problème avec ça, je trouve ça super. J'ai vu souvent des gens, d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est une manière de parler des livres, je vais être très très franc, que de les placer par couleur, puis de faire un snapshot, de regarde, mes livres sont jaunes, sont bleus, sont rouges, mais en même temps, ce serait être extrêmement un vieil éditeur grincheux que de dire, ben là, c'est pas une façon de parler des livres. Non, on parle de livres. Il n'y a pas de façon de parler des livres, une façon de vivre les livres. Oui. C'est pas la même chose. Donc, je pense que si l'éditeur arrête de penser qu'il est dans une optique et commerciale qui vise le libraire, et donc une chaîne du livre qui malgré son mot, j'aime pas ça, le mot chaîne, là, et qui est assez dur, doit penser à essayer d'explorer d'autres avenues. Pas parce qu'il est en péril, parce que c'est la base de son métier. On dirait que j'ai plus rien à dire. Bon, c'est fini. Drop mic. Je ferais pas ça. Les techniciens, ils détestent ça quand on fait ça. Non, mais tu sais, c'est comme si, dans le fond, on est là à célébrer le livre, tu sais, puis en tout format, puis toi, tu le passes à la fin, tu le célèbres à ta manière. Nous, ça nous permet de créer toutes sortes d'affaires. Il y a des gens comme toi, Sandra, qui nous permettent ensuite de ça, d'enfin trouver un chemin vers notre lecteur de livres audio. C'est merveilleux.
sais, on est chanceux, puis tu sais combien de fois on a entendu la menace du numérique, alors qu'au contraire, c'est des occasions infinies d'enfin parler de livres de toutes sortes de façons. Le trailer de livres, c'est incroyable, tu sais, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on paye une publicité dans un magazine, si vous saviez le coût tu sais, de la petite couverture que vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, c'est difficile. Je vais vous donner un exemple. Une publicité dans la presse plus, admettons, votre tirage, c'est 4000 copies. Ça, c'est pas mal. OK? Pour un roman, c'est excellent. Pour une demi-page dans la presse plus, c'est 5000 si je me souviens bien. Donc, je mets 1 $ et plus par livre, par exemplaire, dans une publicité. Ouais. À un moment donné, c'est extrêmement dur. Et c'est là où il faut peut-être penser, non pas dans dans l'immédiat, dans l'évaluation immédiate de ton investissement, mais plutôt dans la potentialité. Et puis, c'est pas la question, va construire un stade de baseball et voir des joueurs fantômes qui vont apparaître, là. C'est vraiment juste dire que le produit, comme le livre audio, il a été fait. Il sera toujours disponible. Il est à tout le moins même plus pérenne que le livre papier, parce que pas soumis pardon, j'allais dire parce qu'il ne subit pas, mais ce cycle-là du retour en librairie. Absolument. Donc, l'avantage du numérique nous permet une sorte de durabilité. Et de la que les autres- pénurie de papier aussi. On a des enjeux de coûts de production Oui, tout à fait. actuellement. Les éditeurs, tu sais, c'est vraiment... moi, j'ai peur, là, je vais le dire. Moi, j'ai très peur de 2023 puis de où est-ce qu'on s'en va, parce qu'il y a une limite à monter le prix du livre papier. Mais après ça, quand on se met à faire du numérique, bien là, ça vient finalement compléter une certaine offre. Ou, tu sais, moi, j'avais même en tête, tu sais, au départ, quand on faisait du livre audio chez nous, c'est de dire, je le vois comme une action promotionnelle par du très, très bon contenu, évidemment. Moi, je pense que la famille qui achète un livre audio pour enfants va avoir le livre papier dans ses mains, parce que c'est bien plus le fun, c'est d'avoir en plus les illustrations. Fait que, tu sais, après ça, il y a plein de façons, finalement, de regarder ce qu'on fait. Puis, est-ce que je me paye la publicité dans la presse plus à 5000 $ ou je me paye un livre audio? Tu sais, à quelque part, il y a quelque chose là que tu dis, il y a une façon aujourd'hui de faire de la promotion à travers du contenu. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, c'est une chance qu'on a d'avoir ces outils-là, tu sais. Donc, tu y allais. Autre idée pour le 5000, tu prends ce 5000 là, tu organises des soirées de lecture, tu organises un club de lecture où tu fournis à chacun un exemplaire du livre. Puis c'est pas favoriser la gratuité et accrocher les gens par la gratuité. C'est une création de communauté normale. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, pour le même prix, on se rend compte qu'on peut imprimer des livres différents, peut-être plus beaux, plus risqués, et prendre plus de risques aussi. La prise de risque et le numérique. Et là, j'arrive à la fin, je pense, parce que on pourrait être ici 3 heures, vous avez compris, là, mais il y a toute bonne chose à une fin. On veut vous entendre, on veut vous laisser un petit peu de temps si vous avez des questions. Puis ça peut aller dans tous les sens, là, parce que visiblement, c'est un peu ça qu'on a fait. Je sais pas, il faut-tu que j'aille vous rejoindre? Ah, il y a un micro, juste un monsieur gentil avec un micro. Fait que vous... Mais il faut... Gênez-vous pas, là, on est super fin. On était tellement clairs. Ah, une question, juste ici. Bonjour. Dans le fond, une question pratico-pratique. Le kiosque de Nara, il se trouve où dans le Wow, salon? bonne question. C'est au kiosque 1642, donc vraiment proche d'Immédiat, dans le petit raccoin, là, au fond. Non, il n'est pas si petit, il est très facile à trouver. Dans le grand Si vous voulez des vrais livres, on est juste de l'autre côté. Oh! Hein, Je l'éditeur. présente fait sa beaucoup les livres promotion. d'Alto aux gens qui nous posent des questions, mais c'est pas vrai. Stakin, ça a été un plaisir, honnêtement, de travailler avec Studio Bulldog. Puis, il y a, j'insiste, la production locale des livres audio, c'est un accompagnement. Ça a été des heures. Chez nous, c'est Anne-Marie Genet, que je salue, qui a passé des heures à lire et relire chaque paragraphe du livre audio. C'est long de travailler un livre audio parce qu'il faut que tu l'écoutes au complet. Tu sais, tu peux pas rapidement aller là où tu voulais vérifier. C'est ça, c'est un autre projet, c'est un autre contenu, c'est une autre façon de travailler. Puis ça prend du temps parce qu'il faut l'écouter. C'est pas rien, ouais, c'est vraiment. Mais c'est un magnifique format. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore essayé d'y aller, allez vous faire conseiller chez Nara. Je pense que vous allez être entre très, très bonnes mains. Allez vous abonner si vous êtes sur TikTok et tout ça, à la chaîne de Anne. Merci. Merci d'avoir été là. Il reste sûrement 1 minute ou 2. Là. Il ne faut pas se gêner. Oh, Evelyne. Evelyne Favretti, je connais son nom, je vais le dire. C'est une question un peu philo, peut-être, mais
Pour revenir au titre, là, réinventer la valeur du livre et de la lecture. C'est complexe, hein, ça? Oui, tout à fait. On a parlé beaucoup de formats, de contenu, de transmédia. Bon, je suis d'accord avec tout ça. Mais dans je reviens parce que j'étais à l'autre table ronde sur la lecture comme priorité nationale. Dans une logique d'accueil de l'autre, quelle place on peut faire au livre et à la lecture dans l'accueil des autres. Donc, que ce soit en francisation pour les jeunes ou pour les immigrants. Donc, c'est un thème dont on entend beaucoup parler dans l'actualité, mais qui est très axé à l'emploi et au travail, mais dans la valeur du livre et de la lecture comme priorité nationale. Moi, je suis l'animatrice, j'ai pas le droit de répondre. Je vais vous laisser. Si je peux tout de suite répondre, là, c'est sûr que moi, du point de vue là, comme de partager les livres que je lis, forcément, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de valeur dans l'accueil de l'autre parce que je reçois énormément de commentaires. Plus ça a l'air peut-être un petit peu anecdotique, mais c'est quand même un réel phénomène que j'ai là, de mon côté dans les sections commentaires et dans mes messages qu'on m'envoie. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français et qui vont écouter mes vidéos, par exemple, qui vont s'abonner à moi, qui vont lire les livres que je recommande. Puis ça va un petit peu ensemble parce que, bien évidemment, moi, je parle. Évidemment, il y a le contenu sur TikTok. On en parle beaucoup, très instantané, mais aussi YouTube, dans des vidéos là, qui peuvent aller là, 30 minutes. Donc, non seulement est-ce que on comprend un petit peu le contexte du livre, on explique un petit peu mieux si on ne comprend pas encore tous les mots, par exemple, mais là, après, on peut le lire. Donc, on a non seulement l'oral, mais aussi l'écrit. Là, fait que je pense que, justement, la communauté du livre sur Internet est un bon endroit pour ça. Là. Absolument. Voulez-vous compléter? Ben oui, moi, c'est ce que j'ai constaté, parce que, bon, on est allé, c'est le 2e salon du livre qu'on fait. On a fait aussi le salon de Rimouski. Puis, on a vu des classes de francisation qui viennent au salon, qui nous ont partagé le fait que, bon, même ça dépend aussi du niveau où on est rendu, mais moi, je prêche pour ma paroisse, là, le livre audio, qu'il soit accompagné du livre papier avec les mots ou non, ça peut être un outil super pour apprendre la langue. Puis aussi, ce que j'ai entendu souvent, c'est vraiment pour la prononciation des mots, de faire le lien entre le papier et l'audio. C'est quand même c'est extraordinaire parce que on peut apprendre beaucoup. J'ose croire 2 fois plus vite en liant les deux. Puis je pense même que ça permet de créer des liens dans une famille, par exemple, de nouveaux arrivants. Le parent qui ne parle pas du tout la langue, l'enfant qui, lui, va aller à l'école et va probablement l'apprendre plus vite que son parent, des fois. Le parent, il a un complexe à un moment donné de ne pas être capable de lire en français à son enfant. Mais écouter un livre audio en famille, si vous n'avez jamais fait ça, je vous encourage à le faire. C'est un moment extraordinaire, puis il y a quelque chose, il y a une proximité, il y a une intimité d'être ensemble, puis il n'y a personne qui... Tu sais, quand tu fais la lecture à ton enfant, tu t'investis, mais quand tu écoutes, quand tu lis un livre audio, bien là, tu reçois, puis toute la famille ensemble peut recevoir à la fois. C'est extraordinaire, c'est comme un cadeau. Puis je pense que pour les nouveaux arrivants, pour un parent, ça peut être facilitant, ça peut être une courroie, finalement, entre lui et son enfant. Puis ça peut vraiment faciliter l'intégration. L'idée d'aller chercher, puis c'est un peu dans la continuité de ce que dit Anne, les gens là où ils sont, donc d'aller chercher le public où ils se terrent. Dans le cas des réseaux sociaux, dans le cas des médias numériques, c'est une chose. C'est de replacer aussi la lecture et l'acte de lecture au centre d'une hygiène mentale nécessaire. Et c'est pas nécessairement, tu sais, as-tu fait ton jogging aujourd'hui ou as-tu lu tes 20 pages? Donc, c'est pas nécessairement la même chose. Mais lorsque dans les médias, on nous présente, et je veux pas nécessairement les pointer du doigt, le fait qu'on ait des gens des gens célèbres, des influenceurs à leur manière, et on leur demande ton dernier album préféré, ton dernier film préféré, ton dernier, puis là, moi, j'attends, je livre, ton dernier DVD d'humour préféré. DVD d'humour, c'est pas les farces, je l'ai déjà vécu. OK? On passe derrière un DVD d'humour. Honnêtement, j'étais un peu insulté. Je dis vraiment, tu sais. Alors, d'enlever cette idée-là qu'on est nerd, pas cool, qu'on n'est pas à la base d'une vie normale d'avoir un livre et d'avoir juste du plaisir à lire. Et, comme le démontre bien ton exemple, d'avoir plaisir à le partager. C'est juste ça. Donc, en intégrant ça, on va se retrouver à ça. Et d'un point de vue anecdotique, moi, j'ai fondé Les Autres Jours il y a 2 ans, puis je fais une petite pub ici parce que c'est un OBNL, hein? Je fais vraiment aucune scène, puis j'ai mis beaucoup d'argent dedans, mais c'est de la littératie livresque, si on veut, donc créer des albums, faire des livres avec des classes de jeunes. Je donne beaucoup de cours dans des classes primaires, 5e, 4e année, sur le livre, comment ça se fait un livre.
et les yeux des enfants quand je me pointe là avec ma pile de livres qui sont écrits par des insectes, parce que c'est un gars qui a pris des insectes, qui a fait tremper leurs pattes dans l'encre, puis il fait courir sur le papier. Donc, des choses comme ça. Fait que j'ai plein de petits livres comme ça que je leur montre, puis ça fait « oh », puis « ah », puis tout. Les plus hot, c'est les pop-up. Ils triplent là-dessus, ils sont là, ils tirent ses languettes, ils sont tous scrap mes livres. Mais reste que de faire ces ateliers-là fait que le plaisir de lire et d'écrire, et souvent c'est dans une perspective où ils vont écrire leurs propres livres, ils ont une fierté. Et là, on parle de classes diversifiées. Là. C'est vraiment, tu as des gens, des nouveaux arrivants, des gens dont les parents ne parlent pas français. C'est hyper important. Donc, d'intégrer la valorisation du livre extrêmement tôt va faire qu'on n'aura peut-être pas à se faire rappeler que c'était ça le sujet, de réinventer la valeur du livre. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir si on arrête de créer une distance avec le livre. Cette chose qui n'est fréquentée que par quelques personnes. C'est faux. On le fréquente tout le monde. Et puis, juste pour terminer, parce que je pense que c'est important de le mentionner aussi, on parle beaucoup de... Bon, je ne veux vraiment pas rentrer dans le politico, mais, tu sais, on parle que, bon, c'est important que les personnes qui arrivent au Québec apprennent le français et tout ça. Mais moi, je pense que les livres peuvent servir à rendre ça positif, puis vraiment donner envie de le faire, pas parce qu'on est dans l'obligation de le faire, mais parce que c'est tellement riche, puis c'est tellement un univers qui nous intéresse, puis qui nous amène quelque chose, que de passer par la lecture pour favoriser ça, pour moi, c'est une super bonne façon de le faire. Là. Absolument. C'est une belle question. Oh, d'autres questions? Wow! Bonjour, j'ai une question pour vous, Sandra Felto, à propos des modalités de l'abonnement de NARA. Est-ce que ça se rapproche des... Moi, j'ai entendu la question. Est-ce que ça se rapproche des abonnements dont les lecteurs ont l'habitude pour le livre numérique, comme pour Amazon Kindle Unlimited ou avec Kobo Plus pour Kobo? Est-ce que l'abonné a accès à un fonds infini ou bien vous avez un plafond de nombre de livres audio par mois pour tel montant? OK, donc je vais tout vous expliquer ça. On voulait donner le choix aux gens parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas intéressés de s'abonner, qui veulent vraiment y aller à la carte. Donc, on a cette possibilité-là. Le livre audio est offert au prix fixé par l'éditeur. Ensuite, l'abonnement qu'on offre, c'est vraiment similaire à d'autres plateformes. Donc, 15 $ par mois pour un crédit qu'on peut échanger contre le livre de notre choix. Et pour l'instant, le choix qu'on a fait, c'était de limiter au titre québécois et canadien pour vraiment favoriser le choix de ces œuvres-là. Éventuellement, on va sans doute élargir, mais pour l'instant, c'est le pari qu'on a pris. Donc, c'est limité à un crédit, un livre par mois. Et sinon, on peut acheter aussi 5 crédits en même temps qu'on peut utiliser quand on veut. Un crédit, un livre, même chose. Donc, c'est les options qu'on a. Évidemment, notre approche, c'est vraiment la remise en question. Donc, on va voir comment ça se passe. On va voir les échos qu'on a. On n'est pas fermé avec ces modèles-là. Ça va sûrement évoluer avec le temps. Mais on s'est dit que d'abord, pour s'insérer dans le marché, on va suivre un peu ce qui existe. Mais après... ça va peut-être changer dans le futur. Puis on va écouter les suggestions des gens aussi. Il faut commencer quelque part. Puis avoir une approche de remise en question me semble tout à fait pertinent d'oser se questionner tout au long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, moi, je suis fière de vous. Quand même, 3 questions. Bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose qu'il voulait dire absolument là, avant qu'on se quitte, ou on est-tu en paix avec ce qui s'est passé? Je suis en paix. C'est ça. Non, c'est vraiment... On parle du prix unique? Non, je voulais parler du ménage. Non, donc, merci Anne, merci Sandra, merci Antoine, merci à vous pour votre écoute. Bravo, merci. Et là, il y a, attention, une autre table ronde, tout aussi extraordinaire certainement, qui s'appelle Wikipédia et la littérature québécoise. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, ce sera la prochaine table ronde ici. Alors, vous avez le droit de sortir un petit peu puis de revenir. Donc, bon salon à tous. Merci vraiment d'avoir été là.